Bonjour aux auditeurs de Nice, Cannes, Antibes et Strasbourg, ainsi que ceux de Marseille qui suivront cet entretien sur YouTube. En France, nous sommes un peu plus de 67 millions d'habitants, dont 470 000 juifs, ce qui représenterait 0,70% de la population. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons, selon nos besoins, nos obligations, nous tourner vers des organisations juives. Pour ce qui est du cultuel, c'est le consistoire. Il regroupe 130 associations adhérentes pour plus de 300 synagogues. Pour le social, la culture, les écoles, la jeunesse, la vie associative, il y a le FSJU. Cet organisme fédère plusieurs centaines d'associations. Le FSJU est reconnu d'utilité publique et interlocuteur des pouvoirs publics et des collectivités territoriales. Et puis, il y a le CRIF, structure organisée composée d'une fédération de 67 associations juives françaises pour représenter la communauté juive dans sa diversité et sa pluralité auprès des pouvoirs publics, un petit peu comme le FSJU. De quelle manière le CRIF peut-il nous représenter ? Pourquoi le CRIF veut-il nous représenter ? Plus simplement, comment pourrait-on qualifier le CRIF de représentation politique des Juifs de France ou alors d'un lobby ? Bruno Benjamin, président du CRIF Marseille-Provence, bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour Alexandre, merci de m'inviter. Vos réponses tout au long de cette demi-heure vont pouvoir nous éclairer sur votre engagement. Et puisqu'on parle d'engagement, quand est-ce que vous avez voulu adhérer au CRIF ? Et puis, pourquoi le CRIF ? Écoutez, c'est très simple. Je suis un assez vieux militant communautaire, puisque je milite dans la communauté depuis à peu près un quart de siècle, en étant président d'un groupe scolaire, un des plus importants d'ailleurs en France, qui est basé à Marseille. Et puis, j'ai été aussi trésorier et successivement trésorier et président du consistoire israélite de Marseille. Et j'ai été également vice-président du consistoire central de 2012 à 2014. En 2015, j'avais un vieil ami qui est décédé malheureusement depuis d'une longue maladie. J'avais un vieil ami qui militait au sein du CRIF, qui faisait partie du comité directeur du CRIF Marseille-Provence et qui était déjà malade. Et un jour, on s'est rencontrés, il a demandé à me voir en me disant « Écoute Bruno, moi je suis fatigué, je voudrais que tu prennes ma place. Je suis prêt à te laisser ma place puisqu'il était membre de droit de la Fédération des organisations sionistes. » C'est ce que j'ai fait. Je suis entré au CRIF en septembre 2015 et fait assez rare, inédit, j'ai été élu président quelques mois après, puisqu'en juillet 2016, j'ai été élu président du CRIF Marseille-Provence. Je le disais dans ma présentation, le CRIF se veut d'être une structure organisée pour représenter la communauté juive auprès des pouvoirs publics. Bruno Benjamin, la communauté juive a-t-elle vraiment besoin d'une représentation politique ? Attendez, je vais encore vous rajouter une autre question. Pourquoi le CRIF veut-il nous représenter ? Mis à part sous forme de dialogue, de quelle manière le CRIF se verrait bien nous représenter ? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous forme de lobby ou d'une organisation politique ? Il faut faire un petit retour en arrière dans l'histoire pour mieux comprendre. En 1943, nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, en pleine déportation. Léon Mess, qui était président du consistoire israélite de France, a eu l'idée de créer un organe, ou un organisme qui deviendrait l'organe juif qui lutterait contre l'antisémitisme. Donc en 1943, il crée le CRIF, et le CRIF, depuis, et jusqu'à aujourd'hui, milite, auprès des pouvoirs publics, dans sa représentation que lui ont donnée cette fédération, où l'ensemble de ces fédérés, l'ensemble de ces associations qui sont dans cette fédération lui ont donné ce pouvoir, pour aller représenter cette fédération. On a coutume de dire les Juifs de France, mais c'est une erreur. C'est une erreur de dialectique. Il faut simplement dire le CRIF est le représentant donc des associations juives de France et lui donner mandat pour être cette représentation politique. C'est ça le principe, si vous voulez, c'est d'être l'expression, d'être la voix
d'accord, de ces associations qui font les Juifs de France, qui animent, d'accord, par leur vitalité, le tissu associatif de France. Voilà en quoi le CRIF est le représentant, et voilà en quoi le CRIF est cette représentation. Donc je crois qu'il faut mieux intégrer les choses. Le CRIF ne parle pas au nom de l'ensemble des Juifs de France. D'ailleurs, personne ne peut parler au nom de l'ensemble des Juifs de France. Le CRIF, en tant qu'organisation centrale, structurée, organisée, parle pour sa fédération. Et comme on a coutume de dire qu'un juif est toujours présent dans une des associations, alors c'est rentré dans le langage courant que de dire « nous sommes la représentation » ou alors on nous dédie ce titre. Nous sommes la représentation donc des Juifs de France, qui est absolument pas tout à fait vrai en tous les cas, et même en grande partie faux, puisque je viens de vous l'expliquer, cher Alexandre. Alors, le CRIF ne tient pas à représenter les Juifs de France. C'est ce mandat qu'on y a donné. Attendez. Bruno Benjamin, alors le CRIF, il représente qui ? Il représente que lui-même ? Non, il représente cette fédération. D'accord ? Le CRIF, c'est une fédération. À l'intérieur, il y a des fédérés. Au niveau national, il y a 80 associations, 85 associations qui font partie du CRIF. Si vous estimez que dans ces associations, en moyenne, il y a une centaine de militants, parfois plus, je vous rappelle quand même qu'il y a des associations où il y a 1000, 2000, 3000 adhérents, on peut considérer que finalement le CRIF représente environ entre 10, 15, 20 000 juifs de France. Mais quand on dit représente, c'est pas exactement aussi finalement la bonne qualification. Parce que à l'intérieur de cette fédération, vous avez des juifs qui sont de toute obédience. Vous avez des juifs qui ont toute opinion, de droite comme de gauche. Et censément, nous devons rester, nous, quelque part neutres. On doit s'appliquer, à mon sens, à travailler, à écouter, à dialoguer, à se confronter à l'ensemble des politiques qui composent la vie républicaine française. Ça, c'est mon état d'esprit. J'ai toujours été pour le dialogue, y compris avec les extrêmes. Pourquoi ? Parce que quand on ne peut pas connaître un adversaire si on lui tourne le dos. Et si on tourne le dos à un adversaire, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va en profiter pour vous porter un coup fatal. Moi, je suis partisan d'aller échanger avec tous et chacun, parce que pour moi, de la confrontation naît, si vous voulez, l'idée, naît la lumière. On ne peut pas vivre ou accepter de vivre en vase clos, mais au contraire s'ouvrir aux autres et aller essayer de convaincre les autres. D'ailleurs, je vous en dirai un mot au fil de notre entretien, parce que moi-même, je me le suis appliqué, puisque je discute, j'échange avec des musulmans, y compris parmi les plus radicaux, parce que je crois qu'on a tous intérêt à mieux s'appréhender, à mieux se connaître. Vous savez, de l'ignorance naît la peur, d'accord ? De la peur naît la haine, et de la haine, souvent, cela conduit à la violence, et c'est Averroès qui le disait, et c'est pas de moi. Donc je crois qu'il faut être dans cet état d'esprit. Donc Bruno Benjamin croit dans le dialogue. Complètement. Et je vais vous dire même mieux. Ce qui est sûr, je ne dis pas que ça réussit à chaque coup. Ce qui est sûr, c'est quand on ne permet pas à l'autre de dialoguer, d'accord ? L'opinion est déjà faite. Chacun compte sur ses positions, même si elles sont fausses. Par contre, si on permet aux uns et aux autres de dialoguer entre eux, il en restera toujours quelque chose. Même si, globalement, ce n'est pas positif, il restera des aspects positifs. Bruno Benjamin, en avance. Hier soir, vous le savez, le Conseil représentatif des institutions juives de France a organisé son traditionnel et annuel dîner. Dîner républicain qui regroupait près de 1000 convives représentant les mondes politiques, associatifs, médiatiques, religieux, diplomatiques et artistiques. Le CRIF étant une association de loi 1901 à but non lucratif. Dites-moi, Bruno Benjamin, quelles sont les ressources financières du CRIF pour organiser une telle manifestation ? Est-ce que vous êtes financé par de l'argent public ? Non. Au niveau national, il n'y a pas d'argent public. Ce sont des dons, ce sont l'argent justement du dîner, puisque le dîner génère
et des charges, mais aussi des recettes. Ce sont, si vous voulez, l'argent des adhérents, d'accord, qui permettent de faire en sorte de structurer un budget pour pouvoir mener tout un tas d'actions tout au long de l'année. Dans les villes, dans les régions, le CRIF fonctionne aussi un petit peu de cette façon, sauf que parfois, le CRIF reçoit des subventions publiques pour les actions qu'il mène. C'est le cas à Marseille. On a créé des concepts à Marseille de rassemblement, notamment interculturels, etc. Ce qui nous a permis, si vous voulez, de lever des fonds pour l'organisation de ces rencontres interculturelles ou multiculturalistes ou interreligieuses. Bruno Benjamin, vous m'avez parlé d'adhérents. Alors je vais reprendre le mot de Staline. Staline qui disait « Le Vatican, combien de divisions ?» Alors, les adhérents, combien d'adhérents au CRIF pour organiser un tel repas? C'est ce que je vous dis, il y a 80 associations au niveau national. Oui, mais s'il y a une personne dans chaque association, c'est pas beaucoup. Pardon ? S'il y a une seule personne dans chaque association, ça fait très peu de personnes. Vous connaissez une association, vous, qui a une seule personne ? Vous savez très bien déjà quand il y a deux oui, sur 4, j'en connais. Bon, peut-être sur Cannes, mais en tous les cas, au niveau national, non, ce sont de grosses structures comme le Fonds social, comme l'Alliance israélite, comme l'OSE, comme le Nébrit, d'accord, où il y a beaucoup et puis il y a tout un tas d'associations, si vous voulez, comme les organisations professionnelles. Combien d'adhérents Je suis incapable de vous le dire, mon cher ami, parce que je ne connais pas la composition exacte de chaque association, donc je ne peux pas vous dire combien d'adhérents. Mais si on part du principe, d'accord, que globalement, il y ait une centaine ou 150 adhérents de moyenne, vous voyez grosso modo ce que ça représente, entre 15 et 20 000 juifs. Ça ne veut pas dire que les autres ne pensent pas aussi comme ces adhérents. Et si vous voulez, encore une fois, les Juifs sont une opinion, sont une des composantes de la nation française. Ils ont leur opinion, qu'elles sont encore une fois à droite ou à gauche. Multiples. C'est, à mon sens, ce qui est le plus important. Après, le CRIF a une ligne politique qui a été déterminée, si vous voulez, par les différents comités directeurs qui se sont succédés depuis l'origine, où le CRIF prône l'entente entre les peuples. Le CRIF est un organisme, si vous voulez, qui fait en sorte d'aller pour le dialogue interreligieux, intercommunautaire, multiculturel, culturel, etc. Donc je crois que c'est une ligne qui a été bien évidemment établie depuis des années successivement, depuis différents comités directeurs, dirigeants, présidents qui ont contribué à ça. Aujourd'hui, on est dans cet état d'esprit. Le CRIF, la ligne politique en tous les cas du CRIF aujourd'hui est le rejet explicite de tous les extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Allez, on continue. Si le dîner hier soir se voulait lieu d'échange entre les citoyens français, juifs ou juifs français dans leur diversité, et le président de la République en exercice, à 50 jours de la présidentielle, le président du CRIF, Francis Khalifa, n'aura invité qu'une partie des prétendants à l'élection suprême. C'est ce que vous venez à peu près de dire. Grosso modo, vous avez invité les LR, l'AREM, la République en marche, les socialistes et les écologistes, et j'ai mis écologistes entre guillemets, sachant qu'au dîner du CRIF du 27 janvier 2003, Roger Kuckerman, qui était président du CRIF à cette époque, dénonçait, lui, une alliance brun-vert-rouge antisémite d'une partie de la gauche et de l'extrême droite. Bruno Benjamin, est-ce que les listes d'invitations, elles ont bien été examinées au travers de certaines déclarations récentes, que je mets entre guillemets aussi, déclarations récentes équivoques? Et vous voyez de qui je parle. Écoutez, c'est difficile pour moi de vous répondre parce que d'abord, je n'ai pas participé à ces différents comités directeurs ou bureaux exécutifs à Paris pour savoir quelle a été la trame pour inviter notamment Yannick Jadot. Donc c'est compliqué pour moi de faire une particularité de ce cas. Par contre, je peux vous parler globalement. Encore une fois, il y a une ligne qui a été définie. On est pour, on est contre. D'accord ? Elle se défend. Qu'on soit pour ou contre, elle se défend, la ligne. Je suis, moi, si vous m'interrogez à titre personnel,
partisan de discuter avec tous et chacun, d'inviter tous et chacun. Pourquoi ? Parce que si on dit que c'est un dîner républicain, il faut que tous ceux qui sont reconnus par la République puissent être invités. Sinon, on ne peut pas le qualifier de dîner républicain si une partie de la République est invitée et pas l'autre. Donc je crois qu'il y a une vraie réflexion et on ne se coupera pas d'une réouverture de ce débat au sein du CRIF. Alors, il faut laisser bien sûr passer ce dîner, ça ne sert à rien d'échanger dans la passion, dans la vive passion. Je crois qu'il faut prendre un peu de recul, laisser passer ce dîner et on se verra tous et chacun pour échanger justement et pour savoir si on doit d'abord réouvrir, oui, cette discussion au sein de l'institution parce que les choses ont changé. Les choses ont changé. Je vous rappelle que lorsque Roger Kuckerman a dit ça, je crois que c'était encore le père Le Pen qui était à Absolument. la tête du Front National. Donc, on ne peut pas comparer Marine Le Pen et son papa. Voilà, on peut. Vous faites vraiment une distinction. Ah, moi, je fais une distinction. À tort ou à raison, on m'expliquera. Si on devait dire que j'ai tort, on m'expliquera pourquoi j'ai tort. Je fais une distinction. D'ailleurs, si vous voulez, tout le monde s'accorde à dire que Marine Le Pen n'est pas antisémite. Yannick Jadot non plus. Je vais même vous choquer, Mélenchon non plus. D'accord ? Et encore moins Éric Zemmour, parce que Éric Zemmour est juif, donc je ne le pense pas antisémite. En tous les cas, de ce que je sais, il ne l'est pas. Il est certainement révisionniste, puisqu'il essaie de réviser l'histoire, en tous les cas, sur différents sujets, notamment Pétain, les enfants Papon, les enfants de Tsaratora à Toulouse. Donc tout ça, si vous voulez, est fait pour contribuer à jeter le trouble, si vous voulez, dans la réflexion. Et ça perturbe certains esprits qui ont finalement beaucoup de mal à se projeter en sachant que des hommes et des femmes politiques qui sont considérés comme républicains puissent tenir des propos qui sont improbables, invraisemblables, qui sont en dehors du temps même. Comment peut-on dire que Pétain a protégé les Juifs quand on sait que le 6 octobre 1940, Pétain a abrogé le décret Crémieux. Ça veut dire que les Juifs qui étaient français en Algérie ne le sont plus. Ils ne l'ont plus été pendant un laps de temps. Absolument, ils étaient rejetés de toutes les administrations. Comment peut-on dire ça ? Deuxièmement, si vous voulez, à partir du moment... Ça veut dire quoi réviser ? Ça veut dire quoi révisionnisme ? Ça veut dire réviser l'histoire qui a été tranchée par des historiens. Sur Pétain, c'est le cas. Ça a été tranché par des historiens. Un homme quel qu'il soit, un être quel qu'il soit, ne peut pas revenir sur ça en essayant de faire passer des vessies pour des lanternes. Pourquoi ? Parce que s'il décidait de le faire comme Éric Zemmour l'a fait, on caractérise, si vous voulez, son état de fait, d'accord, cette volonté de révisionnisme. Donc, effectivement, on peut le taxer de révisionnisme, mais certainement pas d'être antisémite. Je crois qu'il faut avoir raison garder. Vous savez, les mots ont un sens. Les mots ont un sens. On ne peut pas les employer inopinément comme ça. Bruno Benjamin. Il faut peser. Bruno Benjamin, justement, dans ce cadre-là, je vais vous soumettre une hypothèse. Dimanche 24 avril, un des 3 écartés est malheureusement élu. Vous ne pensez pas que les relations entre la communauté et la nouvelle administration risquent d'être un petit peu tendues ? C'est sûr que les relations seront tendues, mais vous savez, avec le temps, tout s'efface. Tout s'efface. Il peut avoir aussi, si vous voulez, le fait d'une discussion saine, vive et franche qui permette finalement de faire en sorte de gommer toutes les aspérités. Alors moi, je ne crois pas... Quelles aspérités, par exemple ? Et qu'aujourd'hui, certains déterminent à l'égard de ces candidats, d'accord, parce qu'ils ont finalement quelques reproches à leur faire, ou plusieurs reproches à leur faire. Donc, à partir du moment où ils sont élus, vous pensez bien que si un de ceux-là est élu à la candidature suprême, au poste suprême
d'accord ? Il faudra aller, bien évidemment, discuter avec lui, ou alors on aura perdu tout sens de l'équilibre, tout sens de l'esprit, tout sens de l'intellect, tout sens du mental, finalement. Je crois que non. Et on aura, bien évidemment, cette obligation, parce que nous sommes missionnés, encore une fois, en tant que fédération, par des fédérés, et ceux-là attendent de nous qu'on les représente. Bruno Benjamin, en novembre dernier, vous avez rédigé une tribune dans le quotidien La Provence. Zemmour, il faut l'attaquer sur les idées. Vous avez une recette, une tactique, comment le contredire, sans que les arguments développés ne glissent sur lui comme sur les plumes d'un canard ? Mais déjà, si vous voulez, pourquoi Éric Zemmour existe aujourd'hui ? Est-ce que c'est une question qu'on peut se poser ? Non, mais c'est une question que vous pouvez poser, mais vous pouvez me donner aussi la réponse. Moi, je me pose la question. Éric Zemmour existe aujourd'hui par défaillance des partis dits de gouvernement. Parce que si cela avait écouté en temps et en heure, c'est-à-dire les problématiques. Non, quel gouvernement ? Des partis dits de gouvernement. Ils se sont lesquels ? Les socialistes. Les socialistes, la droite a succédé aux socialistes, le socialiste a succédé à la droite, et enfin de nouveau, on va dire un centre-gauche ou centre-droit qui est... alors, ça veut dire que finalement, quasiment tout le panel dit républicain ou reconnu comme tel, ou le panel dit des partis de gouvernement, finalement, ont tous failli, puisque ce que leur reprochent les Français, vous le savez pertinemment, c'est beaucoup la sécurité, l'insécurité, d'accord ? Le fait qu'il y ait trop d'émigration en France, le fait qu'on ait ouvert les vannes sur tout un tas de sujets qui gênent au quotidien la vie sociale des Français. Si on les avait écoutés, si on avait pris la température, si on avait intégré qu'il fallait à un moment ou à un autre, je vous rappelle quand même qu'en 1981, d'accord ? D'abord en 1976 et en 1981, Georges Marchais, secrétaire national du Parti communiste. Oui, vous allez le dire. Dit explicitement, stop à l'immigration. Il faut protéger nos Français, donner en priorité du travail, aux Français. Absolument. Il faut faire pause, on reverra plus tard. Ça, c'était en 1976. Donc, il y a 46 ans. Ça veut dire un demi-siècle. En 1981, il répète la même chose, d'accord ? Donc, il y a 41 ans. Aujourd'hui, on n'a toujours pas réglé le problème. On ne s'est pas emparé du problème. Peut-être qu'il n'y a pas de solution, mais je pense qu'il y a une solution à tous les problèmes. D'ailleurs, on dit souvent qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, je crois qu'il faut pertinemment, aujourd'hui, intelligemment, écouter les Français sur leurs problématiques. Quand vous arrivez aujourd'hui à quasiment 2 € un litre de super, mais jusqu'où allons-nous aller ? Jusqu'où ? Il y a un problème de fond, et ça, si vous voulez, ça génère quoi ? Quand on ne tend pas l'oreille, quand on fait fi de ne pas entendre, de ne pas comprendre, de rester sourd à l'appel, à la détresse des uns et des autres, et bien on génère des extrémismes. Voilà. Et aujourd'hui, on en est là, donc il ne faut pas être étonné. Donc pour lutter contre Éric Zemmour, en réalité, c'est un choix de société. Déjà écouter le peuple, faire en sorte de régler les problématiques du peuple. Je ne vois pas pourquoi Éric Zemmour pourrait le faire et pourquoi, par exemple, Emmanuel Macron ne pourrait pas le faire. Je ne comprends pas. C'est qu'une question de volonté, alors finalement. C'est qu'une question de volonté. C'est une question d'homme. C'est une question d'homme, de mentalité, de... C'est une question de volonté. Donc je crois que si on n'est pas en mesure d'avoir cette volonté, qu'on ne soit pas surpris si on est sanctionné dans les urnes et si on ne pourra pas être reconduit dans sa fonction. Et je ne parle pas du président en place, je parle de tous ceux qui ont déjà été aux responsabilités et qui n'ont malheureusement, et vous l'avez vu, depuis 2007, ne sont pas réélus. Ils font un mandat, un petit tour et puis s'en vont. Donc je crois que c'est à nous d'avoir cette intelligence de réellement faire peut-être les états généraux même de ce qu'est la nation française, de peser le pour et le contre et de savoir ce qui tient à cœur des Français. Vous savez, il faut être dans la rue, il faut être sur le macadam, il faut être sur le bitume pour intégrer ce qui se passe. C'est pas derrière un bureau. Excusez-moi, ce sont pas les technocrates
Georges Suffert, à l'époque, parlait des intellectuels en chaise longue. Ils sont tous très gentils. Ils apportent tous quelque chose à notre société. D'accord ? Ils nous apportent tous quelque chose à l'esprit. Sauf qu'à un moment ou un autre, il faut être dans l'action, pas dans la réaction. Bruno Benjamin, on va continuer, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Le vote juif en France, mythologie ou réalité ? De rose rouge après la guerre, la communauté juive peu à peu a viré à droite. La faute, notamment aux compromissions communautaires d'une partie de la gauche. Au moment de la seconde intifada, le gouvernement Lionel Jospin en 2000 a même été accusé de laxisme. Et c'est à partir de Nicolas Sarkozy que le glissement à droite a été observé. Alors deux questions Bruno Benjamin qui vont s'enchaîner. Le CRIF souhaite-t-il un vote juif ? Bruno Benjamin, en créant un lobby juif, est-ce qu'on ne s'oriente pas vers un vote communautaire qui pourrait nous être reproché, nous en tant que juifs ? Est-ce que dans votre bouche, lobby, c'est péjoratif ? Ah non, absolument, mais c'est un groupe de pression. Très bien. Mais un groupe de pression, quand vous êtes dans un club de rugby, de football, d'accord ? Vous êtes aussi un groupe de pression. Oui, dans la mêlée. Donc, souvent, dans la mêlée, bien sûr, mais pas réellement. Allons. Non, pas dans les opinions. Désolé, lorsqu'il y a une élection, on vient vous visiter. On vient dans votre club de rugby, on sollicite souvent même votre soutien. D'accord ? On vient, on vous apporte un petit cadeau en vous disant on va augmenter votre subvention. Oui, parce que vous êtes chef d'entreprise. Désolé, alors donc c'est de la publicité qu'on vous demande. Alexandre, tout aujourd'hui est lobbying. Et on a tous intérêt à faire du lobbying. Tous intérêt. Mais il y a le lobbying négatif qui devient pervers. Il y a le lobbying positif. Absolument. Qui aide, par exemple, et je pense que le CRIF est dans le cadre positif du lobbying. Eh bien, le CRIF fait ce lobbying pour lutter contre l'antisémitisme. C'est notre raison d'exister aujourd'hui. C'est notre raison d'exister. D'accord ? Donc, à partir du moment où on existe et qu'on mène à bien le fait de lutter contre l'antisémitisme, qui est un poison violent, qui est un poison du quotidien. Je vous rappelle que cette année, il y a eu 75% d'augmentation. On va y venir tout à l'heure, mais Bruno Benjamin, vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que le CRIF souhaite un vote juif ? Mais pas du tout. Quel intérêt ? On sait très bien qu'on ne peut pas être à l'unisson. On n'est pas chef d'une cavalerie où on demande à la cavalerie de nous suivre. C'est pas ça du tout. Au contraire, on demande aux Juifs de s'exprimer. On leur demande, sauf ce qui a été souvent le cas, c'est de faire en sorte d'ignorer les extrêmes. C'est tout. C'est le seul mot d'ordre qui a toujours... Vous pouvez regarder tous les communiqués que j'ai faits à ce sujet. J'ai toujours appelé à ignorer les extrêmes. Parce que, sait-on jamais, les extrêmes, quand on regarde, quand on balaie l'histoire, on s'aperçoit que finalement, ça s'est toujours très mal passé, ça s'est toujours très mal fini. Donc, ce qu'on veut, c'est éviter les extrêmes. On croit encore, à tort ou à raison, et je ne crois pas, vous me connaissez un peu, je ne crois pas être candide. Je crois encore que ces partis dits de gouvernement, à partir du moment où ils le voudront, d'accord, qu'ils arrêtent un peu de faire de la démagogie, d'accord, qu'ils arrêtent un peu de faire du clientélisme et qu'ils soient respectueux de la forme de ce que doit être, si vous voulez, l'électorat et non pas l'électoralisme. Donc je crois que leur intérêt, c'est de régler eux-mêmes les problèmes. Auquel cas, dans le cas contraire, on arriverait un jour à avoir au sein de la France, au plus haut niveau de l'État, une personne qui sera extrémiste. Et ça, si vous voulez, on aura tous à en pâtir. Donc je réponds à votre question, non, le CRIF ne veut pas d'un vote juif. C'est une erreur que de le penser, d'accord ? Peut-être qu'à un moment donné, les gens ont pu estimer que le CRIF souhaitait ça. C'est faux, bien au contraire. On veut que les juifs aient leur propre capacité de réflexion, qu'ils choisissent en leur âme et conscience pour qui ils doivent voter avec leurs affinités. On réclame souvent, d'accord, et pas tout le temps, on réclame souvent le fait d'attirer leur attention sur les extrêmes et de faire en sorte d'éviter les extrémismes parce qu'on sait, on connaît l'histoire et on sait là où ça nous a emmenés.
Hier soir, la teneur du message de Francis Khalifa était destinée au président Emmanuel Macron. Il l'a interpellé sur tous les sujets qui préoccupent les Juifs de France. L'augmentation des actes antisémites, la justice et ses échecs, tels que celui dans l'affaire Sarah Halimi, la position souvent ambiguë de la diplomatie française à l'encontre d'Israël, le boycott des produits israéliens officiellement interdits en France, mais qui s'exprime quand même librement. Bruno Benjamin, hier soir, c'était des vœux pieux. Il y en a eu. Alors, si près de la présidentielle, c'était donc des promesses. Des promesses. Est-ce qu'on peut encore croire aux promesses ? Écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis confronté, j'échange avec la police 3-4 fois par semaine. J'échange avec des magistrats très souvent de manière mensuelle. J'échange avec toutes les formes d'autorité pour justement la lutte contre l'antisémitisme. Je suis incapable aujourd'hui de vous dire que les choses ne sont pas traitées. Je suis incapable aujourd'hui de vous dire que les choses, au contraire, sont traitées par-dessus la jambe ou alors avec un certain « je m'en foutis ». C'est faux. En tous les cas, à Marseille, on est confronté à ça comme tout le monde. Alors, un peu moins qu'ailleurs parce que Marseille est une ville où on commet moins d'actes antisémites qu'ailleurs. D'accord ? Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Et je dis simplement qu'ici, nous sommes écoutés à chaque fois qu'il y a eu une difficulté, d'accord, qu'on a été informé de la chose, on a actionné et les solutions ont été trouvées, les gens ont été punis comme il se doit. Donc, c'est difficile pour moi de vous dire le contraire. Je pense simplement qu'au niveau national, il y a effectivement d'année en année un pourcentage supérieur d'actes antisémites. Je crois, et comme l'a rappelé Francis Khalifa, qu'il faut absolument arriver, si vous voulez, à faire en sorte de créer de nouvelles conditions, d'accord, de créer un espèce de cadre en faisant en sorte que l'antisémitisme devienne une cause nationale, une lutte, d'accord, avec comme reconnaissance d'une cause nationale, ce qui permet de lutter plus efficacement, avec de nouvelles façons de gérer les contrevenants. Je crois qu'il faut peut-être des peines planchées, il faut peut-être réfléchir, si vous voulez, à des peines aussi qui soient moins tolérantes, en tous les cas, qui prennent en compte l'aspect humain, parce que nous sommes, vous le savez très bien, une démocratie, une république, avec tous ces avantages, avec toutes ces facettes, des facettes positives, encore une fois, et des facettes négatives. Et je crois qu'à partir de là, ça permettrait de lutter un petit peu plus efficacement contre l'antisémitisme. Maintenant, je vais vous faire une confidence, elle va peut-être vous choquer. Je dis moi, qu'à travers les temps, depuis que le monde est monde, depuis l'Antiquité, l'antisémitisme existe. Et si 21 siècles plus tard, continue d'exister, c'est qu'à mon sens, il est perpétuel, il est éternel, il est constant, il est permanent. On ne résoudra pas le problème de l'antisémitisme. En Israël, il y a de l'antisémitisme. Alors imaginez-vous partout ailleurs. Donc je crois que notre rôle, c'est de faire en sorte de minimiser les actes antisémites. D'accord ? Et quand je dis minimiser, c'est bien sûr faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins, parce qu'il faut sensibiliser les uns et les autres pour pas qu'ils commettent un méfait, d'accord, ou une violence particulière à l'égard d'un juif. Mais de nous laisser croire aujourd'hui, ou de faire croire aux autres, qu'on va pouvoir résoudre à jamais le problème de l'antisémitisme sur une espèce d'échelle de Richter, le réduire à zéro, eh ben, là, c'est être particulièrement candide. Bruno Benjamin, il y a eu des discours, mais concrètement, quelles sont les actions menées par le CRIF dans la lutte contre l'antisémitisme ? Plus concrètement. Mis à part les discours. Au quotidien, mon cher ami, au quotidien. Alors moi, je peux vous donner les exemples de Marseille, si vous voulez. Je suis un président du CRIF qui va dans les quartiers nord de Marseille. Alors je ne sais pas si le président du CRIF chez vous va à Cannes-la-Boca, aller échanger avec les jeunes des cités, d'accord, avec les jeunes maghrébins. On ne le voit pas beaucoup. Hein. Voilà. Je disais, on ne le voit pas beaucoup. Moi, je ne juge pas.
Je connais bien Jérôme. Je pense que c'est un très très bon président du CRIF à Cannes et ailleurs. En tous les cas, dans sa région de responsabilité. Je dis simplement que je peux vous prendre l'exemple de Marseille. Marseille, aujourd'hui, est cité en exemple parce que, justement, on va en échange. Je prends toutes les années, par exemple, des jeunes des cités, je les emmène à Auschwitz. J'ai fait le pari et le choix de ne pas discuter, ou pas forcément de ne pas discuter, mais de ne pas être en contact privilégié avec les officiels musulmans. D'accord ? Parce que je pense, très sincèrement, aujourd'hui, qu'ils sont contestés et qu'ils deviennent, bien évidemment, pour certains en tous les cas, leurs propos ne passent pas, leur positionnement ne passe pas, et les gens deviennent hermétiques à leur discours. Donc je crois, moi, que j'ai fait le chemin inverse. J'ai été voir les médiateurs, les travailleurs sociaux, j'ai été voir les jeunes dans les cités, dans les centres sociaux, j'ai été voir les jeunes qui composent aussi la vie sociale de ces cités, et j'ai commencé à échanger avec eux. Au début, ça a été, vous pouvez vous l'imaginer, très compliqué, parce qu'ils ne voulaient pas parler au président du CRIF, qui est pour eux au même titre qu'Israël le grand Satan. Donc, à force de coups de boutoir, j'ai réussi à les convaincre et à faire en sorte d'échanger avec eux. Aujourd'hui, si vous voulez, ils sont mes alliés. Par exemple, quand il y a un problème entre un juif et un musulman dans les quartiers nord de Marseille, j'envoie ces médiateurs discuter avec les deux familles pour temporiser, pour faire en sorte qu'on essaie de rentrer dans une forme de compréhension, même s'il y a des choses qui nous opposent, etc. Et on réussit avec le dialogue, finalement, à convaincre les uns et les autres, parce qu'on réussit à dégonfler, si vous voulez, l'état d'esprit qui, de la part des musulmans, est antisémite, d'accord ? En tous les cas, de ceux-là, puisqu'ils ont un conflit avec des juifs, et de la part de ces juifs aussi, qui sont, il faut bien le dire, un peu aussi, parfois, à juste raison, un peu anti-musulmans. Donc je crois que c'est ça le principe. Et c'est pour ça que je suis un fervent défenseur du dialogue, de l'échange, du fait de se confronter, de la confrontation intellectuelle, la confrontation linguistique, et certainement pas de sortir les armes et de se tirer dessus, parce que ça emmène qu'à une seule chose, à la guerre. Et c'est souvent le plus fort qui gagne. C'est comme ça, c'est les choses de la vie, c'est les lois de la nature. Donc je crois, moi, qu'à partir du moment où on a une opposition en face de nous, il faut intégrer le fait, intellectuellement, d'aller discuter avec elle, même s'il y a des choses désagréables que vous allez entendre. Je vais vous faire une petite confidence. En 2017, on a fait la convention régionale du CRIF. On a invité Manuel Valls et plein d'autres invités. Il y avait le grand rabbin de France, non pas de l'époque, il était déjà plus grand rabbin de France, mais il conservait le titre, c'était Gilles Bernheim, et il y avait tout Raphaël Jérusalemi, etc. Et j'ai fait rentrer dans la salle un djihadiste qui avait abandonné sa cause et qui était revenu, entre guillemets, dans le droit chemin. D'accord ? Eh bien, je vais vous dire, il a glacé la salle, parce qu'il a tenu des propos forts, il a glacé la salle. Mais à la fin, on est venu me dire, au début, on ne comprenait pas pourquoi tu l'avais fait venir. On a compris maintenant. Ça nous a permis de comprendre certains engrenages, certains mécanismes. Et ça nous a permis de voir aussi qu'on peut avoir une certaine forme d'espoir. Ça veut dire que même celui qui a été le plus radicalisé, qui a été combattre, qui a été faire le djihad, quand il est revenu, il a compris peut-être qu'il n'était pas forcément dans le vrai et dans la vérité. Alors je crois que nous avons tous, alors je ne dis pas qu'il faut le faire à l'égard de tous les djihadistes, j'ai donné un seul exemple. Peut-être que c'est un contre-exemple, mais je dis que ceux qui sont dans les cités, qui ne sont pas forcément radicalisés, qui sont juste élevés au biberon de l'antisémitisme. Et vous savez pourquoi ils sont élevés au biberon de l'antisémitisme ? Parce qu'il y a eu le séparatisme social qui a entraîné ce séparatisme ethnique. C'est-à-dire que lorsqu'on est rentré d'Algérie, on vivait avec les musulmans dans les cités, d'accord ? Bruno Benjamin, là vous nous faites une conférence, on va plutôt revenir dans l'émission. Je vous laisse gérer.
Jusque dans les années 80, la communauté ne souffrait pas trop de l'antisémitisme. Depuis 1998 et jusqu'à 2020, on note une augmentation brutale de dépôts de plaintes. Ces faits anti-juifs désignent les injures, les menaces, la dégradation de biens ou les actions violentes allant jusqu'à l'homicide. Ilan Halimi, Mireille Knoll, Sarah Halimi. Bruno Benjamin, je reprends les paroles de France. Bruno Benjamin, je reprends les paroles de Francis Khalifa. On ne peut plus accepter que chaque année, les Français juifs subissent entre 40 et 50% de la totalité des actes racistes anti-religieux comptabilisés dans notre pays. C'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure. D'année en année, de dîner en dîner, rien n'a changé. Pour être efficace, est-ce que le gouvernement ne doit-il pas s'introspecter lui-même et décider d'un plan spécifique de lutte contre l'antisémitisme, accompagné par le CRIF ? Je vous l'ai dit il y a quelques instants, je suis pour, effectivement, que l'antisémitisme soit déclaré comme une cause nationale, avec tous les moyens inhérents. Vous savez, déclarer un sujet comme cause nationale, c'est un peu à l'instar de ce qu'ils ont fait lorsqu'il y avait l'état d'urgence. Et je crois effectivement, alors peut-être qu'eux, ils considèrent qu'on n'en est pas encore là, il y a quand même eu 12 juifs qui ont été tués depuis 2003, d'accord ? Donc en 19 ans, 12 juifs sont morts parce qu'ils étaient juifs. Ils ont été tués parce qu'ils étaient juifs. Donc ça, il faut s'en rappeler. Et ça, si vous voulez, c'est 12 victimes de trop. Et s'il n'y en avait eu qu'une, ça serait une victime de trop. Bien évidemment qu'il faut lutter de la façon la plus ferme, la plus féroce, j'allais dire, contre l'antisémitisme. Il ne faut rien laisser passer. Il ne faut plus de tolérance. Il faut être intransigeant. On peut engager un dialogue avec nos ennemis, on peut engager un dialogue avec des adversaires, mais en parallèle, il faut continuer à être aussi intransigeant et à punir quand les gens méritent d'être punis de la forme la plus stricte. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Et ça, si vous voulez, nous en sommes parfaitement conscients, et c'est ce en quoi nous poussons, si vous voulez, les magistrats, les procureurs, à réagir de cette façon en disant vous ne pouvez pas laisser, parce que c'est la porte ouverte à des abus, à des exagérations, et ça, c'est inacceptable. La seconde préoccupation du CRIF est le devoir de mémoire. Il œuvre pour la transmission et la préservation de la mémoire de la Shoah et lutte contre son instrumentalisation. Bruno Benjamin, puisque nous sommes amis sur Facebook, j'ai l'avantage de vous suivre, n'en déplaise à votre modestie, en dehors des actions nationales du CRIF. Citez-moi quelques interventions dans lesquelles vous apparaissez ou que vous organisez sur Marseille. Écoutez, déjà, on a signé un partenariat, on est le seul CRIF en France à avoir signé un partenariat avec le rectorat. Donc, si vous voulez, on est le référent du rectorat, nous sommes le référent de tout ce qui est mémoire. Donc, on peut intervenir dans les lycées, c'est ce que nous faisons. On va échanger avec les jeunes. On a créé des voyages pour emmener ces jeunes à Auschwitz. On a un partenariat aussi avec le Camp d'Émile. On pousse les institutions, les collectivités à aider le Camp d'Émile pour envoyer le maximum de collégiens ou de lycéens. D'accord ? Moi-même, j'ai emmené des musulmans des quartiers nord de Marseille au Camp d'Émile. Et peut-être que là, le 6 mars, il y a un voyage qui est organisé par l'AFMA, l'association Fonds Mémoire d'Auschwitz, et peut-être qu'effectivement j'emmènerai encore quelques musulmans à Auschwitz justement pour leur montrer ce qui a été l'indicible, l'effroyable, ce qui a été un génocide. Donc, et leur montrer de visu pour qu'ils intègrent comment les choses se sont passées. Donc on est dans cet état d'esprit. On commémore donc le 27 janvier dans un lycée des alentours de Marseille avec un spectacle organisé. Alors un spectacle qui est attrait, si vous voulez, à la mémoire, à la Shoah, d'accord, à la libération aussi, puisque c'est la date de libération du camp de Auschwitz, d'accord, c'est la date anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Donc, si vous voulez, nous menons toutes ces actions tout au long de l'année. On a augmenté la participation du public aux rafles du Vieux-Port et d'Opéra, où plusieurs milliers de Juifs ont été raflés et ne sont jamais revenus de Sobibor. Donc, si vous voulez, on fait en sorte de créer les conditions, de rappeler la mémoire,
de soutenir la mémoire, de la maintenir pour que les jeunes, notamment nos jeunes, puissent être les futurs relais de ce que va être la passation et la transmission de la mémoire, puisqu'on sait que jour après jour, les derniers témoins s'éteignent malheureusement, et il faudra que nous avons d'ores et déjà pris le relais pour continuer à dire ce qu'a été le nazisme, à dire ce qu'a été l'indicible, à dire ce qu'a été cette volonté d'annihiler le peuple juif. La troisième orientation du CRIF est le soutien à Israël. Sur votre site, on lit à ce propos, enfin du moins sur le site du CRIF, on lit à ce propos: le CRIF exprime une solidarité pleine et entière avec l'État d'Israël et défend inconditionnellement l'État juif, dans sa pérennité et dans sa sécurité. Le CRIF est évidemment mobilisé contre toutes les formes de délégitimation de l'État d'Israël. Le CRIF ne prend pas parti dans le débat politique israélien. Alors, même si c'est moins virulent en ce moment, qui doit et comment lutter contre le boycott des produits israéliens, Bruno Benjamin ? Alors, si vous voulez, je peux vous parler aussi de Marseille, et puis je vous parlerai globalement. À Marseille, le BDS n'existe quasiment pas, très peu d'actions. Je crois qu'en 6 ans, ils ont fait une manifestation, ils étaient une quinzaine, et ce qui est fou, c'est que sur la quinzaine, c'était que des blancs. Il y avait très peu de musulmans, peut-être 3 ou 4, et puis le reste, c'était de jeunes retraités bien blancs, certainement avec une certaine philosophie et des militants de la cause pro-palestinienne. Donc, si vous voulez, le problème de fond aujourd'hui, tout le monde sait que le boycott est interdit en France. Je crois que c'est à l'État, à notre pays, de faire en sorte de sanctionner lorsqu'il y aura un appel au boycott ou un boycott caractérisé. On voit aussi, depuis quelque temps, qu'il y a eu un fort recul, en tous les cas, des actions menées par le BDS, parce que je pense qu'ils ont pris quelques coups de semonce et qu'ils savent aussi qu'ils risquent d'être contrevenants et qu'ils risquent bien évidemment d'être sanctionnés. Donc je pense sincèrement qu'ils ont ressenti cette sensibilité, cette volonté aussi du gouvernement de lutter contre le boycott, et que finalement ça nous permet de faire en sorte de les dissuader de continuer à mener ces actions qui ne veulent absolument rien dire, qui sont là pour générer de la haine plus que toute autre chose, parce que les clients des Israéliens continuent à acheter israélien, les produits israéliens continuent à être fabriqués, continuent à être diffusés, et ça ne sert absolument à rien, si ce n'est à porter sur la place publique, pour eux en tous les cas, l'avantage qu'ils en retirent, de porter sur la place publique leur cause, d'accord, qu'ils essaient de défendre avec les moyens qu'ils ont mis à leur service pour servir cette cause. Voilà, tout simplement. Mais je crois véritablement que le boycott ne perdurera pas dans le temps. Autant je crois que l'antisémitisme sera perpétuel, autant je ne crois pas que le boycott survivra encore longtemps, si vous voulez, à tous ces appels de discrimination, parce que finalement ce n'est que de la discrimination, puisque le boycott touche aussi les produits qui sont fabriqués en Israël. C'est-à-dire ils ne font plus la distinction. Ils ne font plus la distinction. Donc, et quand je dis en Israël, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire que ce que eux ne considèrent pas être Israël, peut-être que nous considérons aussi que c'est Israël. Voilà. Donc, je crois qu'il faut finalement être attentif, mais pas être inquiet. Plus que ça, des actions. Alors, il y a des villes où ils sont très représentés, très actives, comme Montpellier, Toulouse, mais dans le sud-est, on est un peu mieux lotis et on a beaucoup moins de problèmes avec eux. Même s'ils collaborent toujours ensemble, ma dernière question concernera les retraits du consistoire central du CRIF. Une première fois en avril 1999, à la suite, début mars, d'une visite d'une délégation du CRIF chez les principaux chefs d'État arabes, dénoncés à l'époque par Joseph Citruc, grand rabbin de France, et puis une seconde fois, en novembre 2004, Jean Kahn, le président de l'époque, demandait une meilleure représentation du consistoire dans les instances du CRIF. N'ayant pas obtenu gain de cause, Jean
Kahn et Joseph Citruc, le grand rabbin de France, n'avaient pas participé au dîner annuel du CRIF. Bruno Benjamin, Chaim Corsia, grand rabbin de France, était là hier. Quelles sont encore les dissensions, s'il y en a, qui persistent entre les deux organisations? Et ce sera ma dernière question. Vous savez, en réalité, il n'y a pas de dissension. En tous les cas, il n'y en a plus. À l'époque, c'était une question d'hommes aussi. Les hommes qui dirigeaient à l'époque le consistoire étaient beaucoup plus aspirés et inspirés, si vous voulez, par le fait politique. Ils voulaient absolument pouvoir prendre la parole politiquement à chaque fois qu'ils le désiraient. C'était un veto du CRIF, puisque le CRIF est l'organe politique de la communauté. Donc c'était finalement intégrer le fait qu'il fallait laisser au CRIF cette prérogative, d'accord, puisque c'était de sa compétence, et remettre le consistoire dans ses compétences, à savoir le culte et tout ce qui va service public et service civil, public de la communauté, etc. Donc je crois, si vous voulez, qu'aujourd'hui les choses sont claires, d'accord. Le président du CRIF connaît ses prérogatives, le président du consistoire connaît ses prérogatives. Aujourd'hui, et l'un et l'autre estiment qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que le consistoire revienne dans le giron du CRIF, puisque le consistoire veut pouvoir s'exprimer comme l'a fait, par exemple, le grand rabbin de France, d'accord, ou comme l'a fait Élie Corsia lorsqu'on l'a interviewé, puisqu'il venait d'être élu, veut pouvoir s'exprimer, y compris sur des sujets politiques, ponctuellement. Donc, pour pas qu'il y ait de conflit, d'accord, entre les institutions, un mode de fonctionnement a été trouvé pour que le consistoire puisse continuer, si vous voulez, à faire en sorte de gérer son rôle au quotidien et ce pourquoi il est là à l'égard des Juifs qui ont affaire à l'institution consistoriale, et que le CRIF continue dans son sens aussi à gérer tout l'aspect politique qui est dédié à notre communauté. Alors, très sincèrement, il n'y a pas d'histoire, les choses se passent particulièrement bien. Je pense que c'est peut-être aussi ou certainement le cas un petit peu partout en France. Il n'y a plus de foyers d'incendie et il n'y a véritablement aucun intérêt à ce qu'on rentre en conflit, puisqu'on lutte les uns et les autres exactement pour la même chose. On a des intérêts convergents, communs. On a tous à l'esprit la lutte contre l'antisémitisme. Donc, il n'y a vraiment aucun intérêt d'opposer ou de chercher à opposer et l'une des institutions et l'autre. Je crois bien au contraire qu'il faut que ça soit dans une osmose parfaite, parce qu'on a besoin de toutes les forces vives de la communauté pour continuer à lutter à l'égard de tous ceux, en tous les cas, qui remettent en question, y compris notre existence. Bruno Benjamin, président du CRIF Marseille-Provence, nous voici au terme de cet entretien. On a pratiquement passé 1 heure ensemble. Merci pour ces explications, cette analyse et bien sûr ces éclaircissements. Merci à vous, Alexandre. Merci et au plaisir. Quand vous voulez. Les amitiés à la communauté juive des Alpes-Maritimes. Merci beaucoup pour cet entretien.